Voilà. Et Mélissa, troisième. C'est, voilà, la troisième. On espère que c'est la bonne, hein, parce qu'on en a un petit peu marre, hein, quand même, d'être là et de la voir. Je pense que ça fera beaucoup rigoler les personnes, mais bon, au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu lassant pour les personnes qui veulent suivre, hein. Voilà. Donc là, ben voilà, en fait, c'est le petit quart d'heure toulousain. Hein, c'est le petit quart d'heure toulousain qui est là. Et voilà. Mais la petite blague, en fait, c'est moi qui vais jouer à cache-cache, comme ça, de temps en temps. Non, j'espère pas. Donc ça y est, on a déjà 3 personnes qui sont là. Wouh, on a Sylvie, on a Caroline. On avait aussi... Yes, hello, hello. Bon, alors voilà, je ne parle pas toute seule devant ma caméra, youpi. Non, je sais que vous allez arriver, que vous êtes prise 3, c'est la bonne, ça fonctionne. Ouais, on va se dire ça. On va se dire que voilà, il fallait qu'il y ait 3 prises et que ça allait fonctionner. Donc on va démarrer, hein, parce que c'est pas le tout, mais à un moment donné, faut y aller, faut se lancer. Donc je prends mon petit carnet, nous allons parler de petits carnets aujourd'hui, hein, je vous préviens, on va parler de créativité. Et donc j'avais prévu un petit texte, parce que j'aime bien faire des tours de magie, vous allez voir, je vais faire un super tour de magie, un peu à la Gérard Majax, vous allez voir, c'est magnifique. Donc voilà, ce que je voulais dire de la personne que je vous invite à découvrir et à rencontrer aujourd'hui, c'est que je la connaissais déjà sans le savoir. Quand j'ai choisi de mettre en place cette interview, je me suis retrouvée noyée de créativité, moi. Celle qui pensait avoir 1001 idées à la minute, voilà que j'en avais trouvé une autre, tout aussi, voire plus créative, florissante. Car oui, Julie est un de ces petits oiseaux créatifs, passionnés et engagés. Elle sait assembler les bonnes recettes avec goût, nous faire entrer dans son buffet de créativité. Et ça goûte bon, comme diraient les Québécois. Ça goûte bon le vivre, le créer, le cuisiner et le décorer. On prend soin de l'autre, de soi et du monde. On se connecte à sa créativité cachée en laissant s'exprimer son âme d'enfant. C'est une joie pour moi de l'accueillir aujourd'hui, en live, en vrai. Venue de Clermont-Ferrand, elle a fait tout ce voyage. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Julie Goudot de Zunzo. Bonjour. Ça y est, du coup maintenant elle reste dans son coin. Oh, je sais pas comment on réagit à une présentation comme ça, mais je sais pas faire ça. Merci Mélissa de m'avoir invitée, merci beaucoup. Ah, avec très grand plaisir. Je suis très contente d'être là. Fait le Bonjour à tout le chemin en monde, voiture. coucou Sylvie, abracadabra Sylvie, oui c'est ça. Ouais, j'ai fait le chemin en voiture aujourd'hui jusqu'à Toulouse pour te rencontrer, et puis pour ce soir aller voir François Lemay en conférence, donc c'est une belle journée pour moi. Riche en rencontres et en émotions, c'est super. Wow. Tout ce que j'aime. Donc, on va parler de tas de choses. Tu es blogueuse, oui. Chroniqueuse, oui. Tu es également créative. Oui. On a pu en reparler encore en amont parce qu'on n'a pas arrêté de papoter. Hein. On est deux bavards, parce que Julie est sacrément bavarde. Ah bon? Si ce n'est tout autant, voire plus que moi aussi. Voilà. Et tu es aussi youtubeuse, on peut dire ça aussi à mes heures perdues, en fait. La chaîne YouTube, c'est un peu... c'est quelque chose que j'ai envie de développer, mais pour le moment, je me suis pas beaucoup attardée. Elle est très spécialisée, Bullet Journal, en fait. Donc, je publie quand j'ai quelque chose de pertinent à y apporter, mais il n'y a pas de régularité. Ça peut être une fois toutes les 3 semaines, et puis parfois pendant 6 mois, il n'y a plus rien, et après, il se repasse quelque chose. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui s'abonnent tout le temps, parce que le contenu est spécifique, justement, mais voilà, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Super. Et donc elle a un site très créatif où vous pouvez y trouver des ressources sur la créativité, la parentalité, le développement personnel aussi. Et aussi, moi ce que j'ai bien aimé, il y a une touche écologique. Oui, aussi. On sent que c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. En fait, tous les sujets en fait, sont entremêlés les uns dans les autres. Et il y a deux axes qui sous-tendent un peu tout. C'est le lien à l'autre, en fait, mais le lien à l'autre, ça questionne aussi le lien à l'ensemble des autres. Et le lien à l'ensemble des autres, ça ne peut pas ne pas questionner le lien à la planète, en fait. Et moi, je me sens très concernée par les questions d'effondrement, de réchauffement climatique, tout ça. Et je me demande toujours ce qu'on peut faire à notre niveau.
et comment on peut se sensibiliser soi, sensibiliser les autres. Et je crois qu'il y a il y a un vrai espoir à placer dans la jeune génération qui arrive. Là, mes enfants, ça va être vraiment des personnages charnières, je pense, dans cette transition-là. Et voilà, donc moi en tant que parent, je me sens investie un peu de cette mission-là moi, il n'est pas trop tard pour moi, mais pour eux, il y a tout à créer, quoi. Et donc, voilà, donc j'essaie de réfléchir un peu à quoi faire pour les inciter très vite, en fait, pour les mettre très vite dans ce bain-là. Donc c'est vrai que à la maison, on fabrique notre lessive, et pour mon fils Marin de 5 ans, il me dit, maman, t'as plus de lessive, quand est-ce que tu vas la refaire? Pour lui, un bidon de lessive, ça ne s'achète pas, en fait. Donc voilà, donc c'est pas des petites choses comme ça. Et à chaque fois, j'essaie de m'interroger, mais notamment parce que mon activité en ligne, elle est génératrice de pollution. Travailler sur Internet, c'est générateur de pollution, donc dans mon quotidien, c'est important de contrebalancer ça. Et voilà, j'essaie de distiller des petites pistes par-ci par-là pour faire en sorte que ça puisse être facile, en fait. C'est vraiment mon objectif, moi, c'est de rendre les choses faciles. Alors, c'est pas... En soi, justement, c'est pas toujours simple de faire ça, mais j'essaie de rendre les choses faciles, enfin, de convaincre les gens que finalement, les choses sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense, quoi. C'est un peu l'idée. Vous allez voir, on va échanger plein d'astuces, plein de choses. Alors, quand je devais préparer cette entrevue, diraient les Québécois, et cette interview, diraient les Français, qui est très français, hein, un mot super français, interview. Hein. Alors, attends, l'idée, c'est que je me dis, peut-être est-ce qu'on peut glisser un tout petit peu par là, pour que tu sois un peu plus en lumière. Ah, mais complètement. Mets-moi en lumière. Voilà. Mets-moi en lumière. On se met en lumière, c'est mieux, hein, non. Faut approcher le micro. Bon, d'accord. Pareil pour moi, Julie. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Alors, est-ce que c'est que moi, on nous entend pas bien toutes les deux, ou est-ce que... petite question. Ou est-ce que c'était particulièrement Julie qu'on entendait moins bien, qu'on sache? Et puis sinon, on va brancher un petit micro. Comme des filles. Sylvie, rapporteur officiel. Attention. Non, mais après, peut-être que je parle pas assez fort aussi, hein, c'est possible. Alors peut-être on va brancher un petit casque. Bon. Alors de toute façon, hein, vous voyez, hein, c'est aussi la magie du... On entend moins bien Julie. Alors Julie, il va falloir... Je vais parler plus fort. Voilà. Je vais parler plus fort, Caroline, je te promets. Bien. Ok. Eh ben voilà, mais c'est ça, elle devait être trop loin. C'est pour ça, elle va s'approcher du micro, elle va s'approcher de la caméra. Voilà. Coucou. Super. Donc, oui, quand je devais préparer un peu cette interview, cette entrevue, je me disais, mais en fait, à chaque fois, pour moi, chaque invité est différent, et du coup, l'interview aussi est un peu différente, même si c'est des trucs que je retrouve. Et toi, c'était créatif, donc ça partait déjà dans tous les sens au moment de le préparer. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, je voulais voir avec toi. J'aurais aimé qu'on aborde 5 thèmes, parce qu'il a fallu en choisir. Je ne pouvais pas tout choisir, sinon je pense qu'on aurait fait le temps de la conférence de François Lemay ce soir. C'est ça. Donc j'ai choisi 5 thèmes, tu me dis si ça te va. J'ai choisi qu'on parle de la créativité, du bugeot. Ça, voilà, on ne peut pas passer outre. De la parentalité aussi, on ne peut pas... Voilà. Qui sont en même temps, j'ai choisi des points qui sont en même temps des points communs, voilà, qui me touchaient particulièrement. Je voulais qu'on parle de CNV et enfin d'entrepreneuriat. Est-ce que ça te va? Ça va. Bon, attention, vous avez en même temps, est-ce que j'ai le choix? J'ai le droit de te dire non, moi j'ai envie de te donner la recette de cuisine de mon gâteau au chocolat, j'ai le droit pas? Ah ben ça tu peux, surtout s'il y a des amateurs de recettes de gâteau au chocolat, c'est tout à fait possible. Tes sujets, c'est bien. Je pense que tes sujets, c'est bien. Alors on va partir sur la créativité. Est-ce que déjà, toi, tu as été toujours quelqu'un de créatif? Toujours. Alors, toujours, ça démarre toujours. Ouais, toujours. On en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, on parlait de l'enfance. Et est-ce que c'est un moment charnière pour toi? En fait, ma maman, elle a été hyper inspirante pour moi là-dessus. On en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, elle me disait je suis contente de voir que je t'ai transmis ça. Ma mère, elle était toujours... j'ai toujours vu ma mère en fait fabriquer des choses pour nous. Elle faisait des petits costumes de carnaval, elle s'éclatait à faire des décos de Noël sur un thème différent tous les ans. Et on était impatients de découvrir ce que ça allait être cette année, quoi. Une année, elle a fait un Noël tout en pommes rouges, une année, c'était un Noël tout en pain d'épices. Enfin voilà, c'était
Et elle passait comme ça des semaines à préparer ces trucs-là, à chercher des éléments de déco. Elle récupérait déjà pas mal. Et puis, alors elle était moins dans la petite création d'objets, mais elle était vraiment dans la création d'univers, quoi. Elle était vachement forte pour ça. Et donc moi, j'ai des souvenirs assez émerveillés de ça. Et puis, moi, je suis musicienne depuis toute petite. Mon papa est musicien et j'ai une vraie facilité pour la musique depuis toujours. Et j'ai toujours eu l'oreille très musicale. Et donc, j'ai toujours été bercée, moi, plus ou moins par les arts. Même si, alors j'ai eu un contact ensuite très très proche avec la musique, parce que j'en ai fait mon métier par la suite à une époque de ma vie, mais même sans être baignée dans la peinture ou quoi, j'avais quand même toujours plus ou moins accès, puis j'étais toujours attirée par ces choses-là en fait, les couleurs, toutes ces choses-là. Et donc, ben, je crois qu'en fait, dès l'enfance, ben, tous ces, tous ces arts, toutes ces techniques, ces sensibilités artistiques-là, ça m'a toujours inspiré plus ou moins. J'adorais bricoler, j'ai toujours fait des petites cartes en collage. Je me souviens d'un Noël, je devais avoir 12 ou 13 ans, j'avais fait des étiquettes de cadeaux en canson, j'avais découpé des petites formes avec je me souviens que mon oncle rentrait d'Afrique cette année-là, j'avais fait un petit collage en lien avec ça. Enfin, j'ai toujours été, je décorais mes cahiers de poésie, j'adorais ça. Je m'étais jamais trouvé de talent particulier pour ça, mais disons que ça m'a toujours appelé, quoi. J'étais toujours en train de bricoler des trucs. J'ai fait des bracelets brésiliens pendant... Ah, ces bracelets J'avais brésiliens. même un projet, Laetitia, si tu me regardes en direct ou en replay, tu penseras à nous au collège en 5e, j'avais un projet de me faire un gilet tout en bracelet brésilien. Donc de faire des bracelets brésiliens et de les coudre les uns à côté des autres jusqu'à me faire un gilet, quoi. Tu vois un peu l'idée? Je veux voir la photo, Voilà, moi. bah, ce projet n'a pas vu le jour. Je pense que c'est mieux comme ça, mais voilà. En gros, ça a toujours été comme ça, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est de pas se mettre de limites, de frontières, et tu dirais que ça vient aussi de ce qu'on t'a transmis, en fait. Ouais, je crois qu'il y a vraiment un impact de ma maman, quoi, qui créait beaucoup. Et puis ben, mon père, par son côté artistique, musicien, qui était créateur aussi, et donc il m'a aussi baigné, même si je le voyais pas souvent, parce que il vivait pas avec moi, je le voyais aux vacances, mais c'était des immersions en fait. Il y avait toujours des musiciens chez lui, c'était un défilé permanent de gens avec des instruments de tous les sens. Ça jouait de la musique en permanence, tout le temps en fait. Donc c'est un univers qui est créatif en lui-même, quoi. Et donc je baignais là-dedans, quoi. Vous imaginez, dans la famille de Julie. Ah, c'était chouette, c'était chouette. Du coup, pour toi, la créativité, c'est quoi alors? Oh là là, la question de fou, quoi. Qu'est-ce que c'est la créativité? Eh ben, je crois que la créativité, c'est laisser parler, en fait. Je vais plutôt te définir la façon dont elle se manifeste chez moi, d'accord? Parce que je crois que moi, dans ma façon d'être créative, il y a ma dimension d'hypersensible qui joue beaucoup. Et donc, peut-être que ça résonnera pas chez tout le monde, mais moi, la créativité, c'est il y a un truc qui me traverse. Exemple, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, à 1h du matin, je suis sur Instagram avant de dormir, complètement surexcitée par mon voyage d'aujourd'hui, donc j'arrive pas à me coucher. 1h du matin, je tombe sur le post Instagram d'une des filles que je suis et qui me suit. Ses enfants venaient de faire une cabane à escargots. Moi, je vois ça, et là, il y a un espèce de truc comme ça qui me traverse, une émotion comme ça qui arrive en moi. Et en fait, le mouvement créatif, c'est vraiment ça chez moi. C'est-à-dire qu'il y a cette émotion qui naît, et puis c'est comme si, pouf, s'il y avait un truc qui sortait après, soit de mes mains, ou il se passe des choses, et il y a tout ce travail de transformation de cette émotion-là, bah, ça va être restitué d'une certaine façon. Pour moi, c'est ça la créativité, c'est la façon dont on transforme les choses qui nous pénètrent comme ça de l'extérieur, et comment on la restitue. Ça peut être sous une forme complètement différente. Mais voilà, voir ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait un champ de possibles qui s'ouvrait, quoi. Ça m'a donné plein d'idées, ça m'a fait vivre plein de trucs. Donc voilà, moi je vois vraiment ça comme des petites bulles qui me sortent des mains, mais je sais pas ce qu'il en sort encore. Il y a un truc qui va sortir. On en parlait tout à l'heure aussi, est-ce que c'est qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'enfance, de l'enfant? Tout à l'heure on parlait de ça, on échangeait nos folies de maman de faire des fêtes d'anniversaire pour nos enfants. De cette Ceux qui savent. De ce côté qui fait qu'on se couche à 3-4 heures du matin pour terminer un gâteau Harry Potter. Allez le voir sur le site. C'est ça. Et est-ce que c'est ça un peu, cette espèce de joie d'enfant où on fait les choses avec le cœur, on est cette émotion-là forte. Oui, et puis il y a ça, je crois que j'ai vraiment réussi à garder... sans forcément le vouloir, mais disons que je me rends compte en fait que j'ai gardé une part d'enfance très forte. Il y a plein de moments
même sur une seule journée où je suis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, où je suis une gosse, quoi. Parce que, waouh, je m'émerveille de la couleur des coquelicots, je suis émue par la forme du nuage sur la route, et parfois mon fils de 5 ans, il est au même niveau, quoi. Voilà, donc on est vraiment... donc et je pense qu'il y a cette forme d'enfance, et puis il y a aussi, dans la créativité, il y a comment dire, moi c'est quelque chose, je crée pas que pour moi, en fait, souvent je crée pour les autres, ou du moins c'est pour contribuer à quelque chose qui va appartenir à quelqu'un d'autre. Et donc il y a aussi une espèce de joie d'offrir, tu vois, qui est un peu décuplée par le fait de se mettre en mouvement là-dessus, quoi. C'est très physique, ce ressenti que j'ai, c'est difficile à expliquer, quoi. Il y a vraiment, c'est très... Ça me fait vibrer, tu vois, à certains endroits, quoi. Voilà. Donc vibrer. Et il y a justement, moi aussi, je suis une vraie gosse, dit Sylvie. Et elle dit, j'aime que tu dises ma maman, je dis. Ouais, ça Tu trouves que c'est un petit truc un peu tendre? Ouais, je sais pas. Je crois que j'ai jamais... Je dis rarement ma mère. Ouais. Je crois que je dis ma... Enfin, quand je parle d'elle aux autres, je dis ma maman. Je sais pas, c'est... C'est le côté maman. Ouais, peut-être, je sais pas. Justement, on était en train de parler de créativité. Donc toi tu disais qu'en fait quand tu te mets en contact avec ça, c'est tout simplement quelque chose qui te touche. Est-ce que tu te mets en créativité, je sais pas, tu dis tiens aujourd'hui j'ai envie, ou ça naît de quelque chose d'extérieur qui te fait agir, ou genre je vais me poser, tiens là je vais faire des choses créatives? Il y a les deux. Il y a les deux. Les deux existent. Alors mon copain pourrait vous en parler. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de la brosse à dents. Syndrome de la brosse à dents. Nous allons apprendre quelque chose, prenez vite votre brosse à dents. Alors ça, c'est le premier cas créatif. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'ai une idée quand je me brosse les dents avant de me coucher. Parce que sinon, je ne peux pas me coucher. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai une forme de créativité qui est spontanée et immédiate. C'est-à-dire que j'ai une idée. Ouais. Et en fait, c'est un besoin nécessaire de la mettre en œuvre. Okay. Alors, depuis que j'ai mes enfants, j'arrive à canaliser un peu ça, parce que les semaines où ils sont chez moi, où ils sont pas chez leur papa, bah, si je passe ma nuit à créer un truc, bah, le lendemain, c'est compliqué. Oui. Donc, j'ai appris, en fait, c'est là aussi où des fois, je suis un peu comme une gosse, c'est qu'il y a certaines fois où c'est très difficile pour moi de différer les choses, en fait. Il faut qu'elles soient faites tout de suite. Mais parce que bah, l'inspiration, quand elle est là, quoi. Et donc, bah, quand elle arrive à 23h30, quand je me brosse les dents, bah, aller me coucher, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc il y a cette première forme-là, ce syndrome de la brosse à dents qui me fait toujours beaucoup rire. Et puis il y a aussi le résultat calculé, j'ai envie de dire, parce que bah, voilà, j'ai été inspirée par un truc plusieurs jours avant, et j'y ai pensé, j'y ai réfléchi, et ça m'a donné envie de faire quelque chose, ou bien j'ai vu quelque chose et je me dis, ouais, ça j'ai vraiment envie d'essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Et donc bah, je vais effectivement m'installer là, et voir ce qui sort en fait, voir ce qui vient. Alors c'est valable pour un billet de blog. Okay. Des fois je choisis un thème à l'avance et je me dis tiens j'ai envie de parler de ça, qu'est-ce que je vais dire là-dessus. Mais il y a aussi ma façon de bloguer 90% du temps, c'est de l'instantané, quoi. Il y a quelque chose qui me traverse et je le restitue comme ça par écrit, quoi. D'accord. Donc il y a vraiment les deux, quoi. Donc en fait c'est le syndrome de la brosse à dents. Chacun a son truc. Moi c'est sous la douche. C'est très embêtant parce que je sors et là tout à coup je fais ouh. Chacun son endroit, quoi. Mais je te rejoins aussi sur ce truc parce que je crois que je sais pas si c'est avec toi Sylvie d'ailleurs que j'avais échangé ça, sur le côté où moi j'ai ce truc là aussi où oh là là, quand je commence à avoir une idée et que c'est au moment d'aller se coucher, je suis obligée d'aller prendre mon carnet pour écrire parce que si j'attends le lendemain c'est fichu, c'est parti. Oui, mais c'est ça, à un moment donné, je veux dire, il y a le truc qui te traverse et si tu le saisis pas au vol, bah, il s'en va, ou alors quand tu le rattrapes, il est plus pareil, quoi, tu vois, il y a quelque chose qui est parti. Et après, du coup, j'entends dans ce que tu dis l'idée qu'il y a une créativité, il y a une idée qui est là, qui a besoin de faire un peu son chemin, comme de maturer. Et quand quand après elle arrive, comme tu dis, bah, il y a quelque chose d'instantané, d'immédiat. Mais c'est comme si elle a eu le temps de maturer aussi. Et du coup, après, elle est prête pour être restituée. Ouais, et je crois que ça dépend du besoin que ça touche chez moi, en fait. Quand les choses sortent de façon très spontanée, je crois que c'est vraiment un besoin de contribution ou de partage, tu vois, très intense. Donc voilà, les choses arrivent, elles me traversent, je les restitue dans l'immédiat, tu vois. Et puis, il y a peut-être plus quelque chose de l'ordre du besoin de progression pour moi à l'intérieur, quand j'ai envie, en fait, d'augmenter
soit ma capacité ou ma compétence, ou quand j'ai un besoin d'apprentissage, tu vois, éventuellement, de croissance personnelle. Là, je vais être plus dans quelque chose de structuré et qui peut laisser exploser beaucoup de choses, si tu veux. Mais ça, souvent, je me rends compte qu'il y a l'un ou l'autre, quoi. Donc, elle ne va pas à chaque fois créer ses, ses billets en se brossant les dents. Non, ça dépend. Il y en a qui sont plus calculés que d'autres. Il y en a qui sont plus calculés que d'autres. Alors justement, alors ça c'est une petite anecdote. Est-ce que je peux parler de la petite anecdote qui fait comment on se connaissait en fait avant de se connaître? Bien sûr. Oui, donc ça c'était un grand moment du rire. Je suis pas au courant depuis longtemps d'ailleurs. Donc en fait on s'est rencontrés avec Julie à un séminaire de web marketing. Moi j'écoute l'histoire de Julie, j'embarque complètement dans son truc. Puis alors c'était rigolo parce que on échange, puis à un moment donné, elle fait « Ah oui, Bulette, mais si t'aimes, il faut qu'on en parle, parce qu'alors moi, justement, aussi... Voilà. » Bon, elle me dit ça, je dis « Ouais, oui, carrément, bah oui, moi, ça m'intéresse. » Et bien après, on échange avec, avec Julie, et moi, j'avais un petit livre que ma sœur m'avait offert il y a 2 ans. Un petit livre qu'elle m'avait offert pour... ouais, je crois que c'était ça, ouais, en plus c'était ça. Il y a 2 ans, pour mon anniversaire. Elle m'avait dit, en plus je me rappelle très bien, elle m'avait dit, ah, d'ailleurs un petit coucou à ma soeur si elle nous regarde. Elle m'avait dit, ah, je suis désolée, ton cadeau il va arriver un petit peu en retard parce que je l'ai commandé, tout ça, donc je savais pas trop. Et puis en fait, elle m'offre un livre sur le bullet journal avec des petits stylos et tout ça. Elle me dit, voilà, depuis le temps qu'on en parle, parce qu'elle me montrait ce qu'elle faisait et tout ça, et donc elle m'a un peu contaminée. Et donc elle me dit je t'offre ce petit livre. Et puis moi ce petit livre il m'a vraiment accompagnée. J'ai commencé à créer mon bullet, vraiment voilà, à y mettre aussi beaucoup de fun et d'amusement. Et puis donc un matin, alors que j'avais déjà rencontré Julie, je me dis oh tiens je vais regarder dans mon bullet pour voir comment que je vais m'organiser maintenant au niveau au niveau du blog et tout ça. J'aimerais pouvoir le mettre en forme sur mon bullet et tout ça. Tiens je vais aller regarder les conseils. Là j'attrape le bouquin et pour la première fois je regarde le nom de l'auteur et je vois marqué Julie de Zoom Zoom. Et là, je fais moi-même. Et là, voilà. Et là, voilà. Voilà. Donc après, j'ai juste remercié le ciel, l'univers de ne pas lui avoir montré mon bugeon. Mais si, parce que là, je me serais sentie vraiment toute petite. Et justement, parce qu'on va parler aussi un petit peu de Bugeaud. Alors, juste avant, parce que là je passe du coq à l'âne, mais il y a un mot pour moi qui est important. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire Zoom Zoom. Zoom Zoom, ah, ça veut dire colibri en cubain. Ouais. J'adore raconter cette histoire. J'adore raconter pourquoi j'ai choisi ce nom-là. Bon, et ben en fait, tu parlais de la dimension écologique tout à l'heure. Et c'est vrai que initialement, donc, ce blog, je l'avais pensé pour avoir donc en background en fait vraiment une dimension écologique, pas forcément très engagée, mais du moins, voilà, qui est une tendance, quoi. Et puis, j'aimais bien la légende du colibri, et je voulais l'utiliser, mais il y avait déjà Pierre Rabhi et son mouvement colibri, et je voulais pas ni à la fois m'approprier leur notoriété, parce que ça voulait dire potentiellement me positionner dans les moteurs de recherche grâce à leur notoriété, en fait, et j'avais pas envie d'usurper ça. Et puis... d'une autre façon, j'avais pas non plus envie que ça puisse faire croire que ce mouvement-là validait ce que je faisais moi, parce qu'on n'était pas du tout en contact, ils me connaissent pas ces gens-là, tu vois. Donc je voulais pas en fait qu'il y ait de confusion possible ou que eux se sentent en situation de devoir se positionner par rapport à ce que je faisais. Donc du coup, j'étais bien embêtée parce que mon colibri, j'y tenais vachement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, alors, on va pas se laisser abattre. Comment on dit colibri dans toutes les langues ? Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Wikipédia, les traductions et tout. Puis alors, j'en ai lu 36 000 en russe, en japonais, en tchétchène, en tout ce que tu veux. Tu aurais pu t'appeler comment ? Je me souviens plus, c'était très, très varié. Et puis, en fait, je suis tombée sur ça, Zoom Zoom. Et en fait, c'est le diminutif de Zunzuncito. Et c'est le nom, en fait, espagnol du colibri d'Hélène. C'est la plus petite variété de colibri, quoi. Le plus petit oiseau du monde, il fait 2 cm, il est minus. Et je sais pas, Zunzun, ça sautait, tu vois, c'était vivant, il y avait de l'énergie là-dedans, je trouvais que ça me ressemblait assez. C'était suffisamment atypique pour être reconnu tout de suite, et puis suffisamment court pour être mémorisé facilement. Voilà, et je me suis dit, ouais, tiens, ça me parle. Et voilà, donc du coup, j'ai pris ça. Et c'est quoi la légende du colibri ?
pour Et ceux qui ben, ne la sauraient pas. légende du colibri, c'est l'histoire d'une forêt qui est en feu, et puis il y a un petit colibri tout petit, qui vient mettre sa petite goutte sur les flammes, et tous les autres animaux lui disent mais tu crois quand même pas que c'est toi qui vas éteindre toute la forêt? Et le colibri leur dit bah non, bien sûr, mais je fais ma part. Et donc je trouvais ça intéressant parce que c'est ce que je dis souvent quand je présente le blog par écrit, je dis que c'est un blog qui fait sa part. À la fois dans les relations humaines et dans les prises de conscience sur, voilà, sur les enjeux d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis bah, ce petit colibri, ensuite, il s'est matérialisé dans le logo, puisque Zun Zun, c'est accentué à l'espagnol sur le deuxième U, et donc la queue du colibri, elle vient faire ce petit accent. Voilà. La créativité, Voilà la petite jusque... histoire. La petite histoire de Zun Zun et de son logo, ouais. Mais c'est une super belle histoire parce que ce que je trouve qui est beau aussi, c'est que c'est connecté à ta créativité. Parce que dans Zoom Zoom, on a aussi tout ce que tu parles aussi de ton histoire, du rythme. On y trouve aussi de la musique. Ouais, j'avais besoin d'un truc qui danse, quoi. C'est Qui ça. chante un peu, tu vois. Et en même temps, l'écologie dont on parlait aussi au début, et de tout ce lien aussi à la planète. Donc, et puis la notion de facilité aussi. Ce petit pas de colibri, en fait, cette petite part de colibri, c'est juste voilà, faire les choses à son niveau, quoi. Voilà. Yes. Donc ça rassemblait un peu tout ça. Et à ton niveau, qui est un sacré niveau, on va le dire. Hein. Oui, bah doucement. Doucement. Son niveau de bugeot. Ouais, donc doucement, le bugeot, doucement. parce que moi, à chaque fois, alors ça loupe pas. Je sais pas si vraiment, après, dans ceux qui font du bugeot, vous dites ah ouais, moi dans mon bugeot, moi à chaque fois j'ai des gens qui font ton bu quoi, ton quoi. Alors, autant il y en a, ils ont tout de suite compris ah oui, le bugeot, voilà, c'est comme ma soeur disait, c'est une sorte de mot de passe, on se connaît entre. Ouais, c'est ça. Ça entre fait un peu team organisé, quoi. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bugeot? Un bugeot, c'est la contraction de bullet journal. Et c'est une méthode d'organisation qui nous vient d'Amérique, d'un monsieur qui s'appelle Ryder Carroll, un designer américain qui avait des problèmes de troubles de l'attention et qui s'est retrouvé assez vite débordé en fait par la multitude de supports qu'il devait utiliser pour organiser son travail. Et son trouble n'arrange en rien, donc c'était très compliqué pour lui. Et en fait, au fur et à mesure des années, il a commencé à s'affranchir en fait des outils numériques et à revenir. Il dit toujours c'est un outil analogique à l'ère du numérique, c'est vraiment ça. Il est revenu en fait à la base, quoi. Il a pris un papier, un crayon, et il a dit ok, je balaye tout ce qu'on me propose qui ne me convient pas et je vais construire ce qui me va. Et en fait, au fur et à mesure des années, est né ce système-là. Et donc c'est un système qui combine plusieurs outils, plusieurs modules en fait à l'intérieur d'un carnet, et dans lequel tu peux rassembler tout ce dont tu as besoin. Tu peux centraliser en fait tout ce qui fait ton quotidien, à la fois personnel et professionnel, dans tes plannings, dans tes listes de tâches. Tu peux planifier tes objectifs, tu peux suivre tout ce que tu fais, tout ce qui est important pour toi à sa place dans ce carnet-là. Donc alors après je schématise parce que ce serait long à expliquer, mais voilà, après il y a un système de puces pour pouvoir identifier les contenus facilement, un index pour pouvoir les répertorier et les retrouver facilement n'importe où dans ton carnet. Donc voilà, c'est une méthode complète en fait d'organisation, mais ça va bien plus loin que ça. Finalement, il a découvert, et moi je l'expérimente depuis 2 ans et demi, que derrière ça, en fait, c'est un grand prétexte pour aller à l'intérieur de soi, en fait. Pour apprendre à lâcher prise, à en finir avec le perfectionnisme aussi, à se concentrer sur ce qui est important, à remettre de l'intention dans les choses, à prendre vraiment de la distance par rapport à ce qu'on fait et à faire les choses en conscience, dans le moment présent, tout en planifiant, mais en étant vraiment à ce qu'on fait et en n'utilisant que ce qui est important. Et ça change beaucoup de choses en fait. Donc ça a un vrai impact intérieur, un impact extérieur parce que ça te permet vraiment d'organiser ce que tu as à faire, surtout aujourd'hui où on a tous des vies à 200 à l'heure, tu vois. Mais à l'intérieur, il y a un vrai effet presque thérapeutique en fait. Moi, ça fait partie des outils, des quelques outils qui ont été salutaires pour moi dans une époque critique. Vraiment quoi. Ça m'a aidé vraiment à remonter la pente très très fort. Du coup, c'était ma question par rapport au fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi? De pratiquer le bullet journal ? Ouais. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, ça m'a permis... alors, moi j'ai un profil multipotentiel. Donc je fais énormément de choses en même temps. Je suis capable d'engranger en fait un nombre de connaissances vraiment impressionnant. Et non mais c'est vrai, j'ai
ça a été dur pour moi en fait d'assumer ça, de le dire, tu vois. C'est rare que je le dise, mais je m'entraîne à le dire parce que c'est vrai. En fait, c'est comme ça que je suis, donc c'est important que j'arrive à assumer ça. Je fais énormément de choses en même temps et il y a assez peu de choses en fait que j'arrive pas à assimiler. Et donc en fait, moi, je partais dans tous les sens. C'est-à-dire que mon cerveau, c'était une ébullition permanente d'envie, d'idées, de projets. Du coup, je démarrais 12 000 trucs que je finissais jamais parce que j'étais toujours happée par quelque chose de nouveau qui m'emmenait ailleurs, tu vois. Donc j'étais extrêmement dispersée. Et du coup, ça se répercutait aussi sur mon organisation quotidienne. En plus, j'avais des petits en bas âge, j'étais en train de me séparer. Enfin, tu vois, il y avait un contexte où j'avais l'impression de rien maîtriser de ce que j'avais à l'intérieur et de la façon dont ça sortait à l'extérieur, tu vois. Et puis, le fait de pratiquer cette méthode-là, j'ai très vite constaté, en fait, que ça me permettait de poser les choses. Je considère ça comme un disque dur externe, en fait. Je dis toujours que je branche mon cerveau sur mon carnet et je fais un download, quoi. Hop. Le buzo carnet. Non, mais tu vois, ouais. c'est prise USB, tac, et je vide le truc. Et en fait, ça m'a apporté une vraie quiétude, en fait, au niveau de l'esprit, parce que j'ai appris, en fait, à ne garder en mémoire que ce dont j'avais besoin là, maintenant. Le reste, si j'ai besoin d'y avoir accès, c'est quelque part, c'est archivé. J'avais plus besoin en fait d'être en surcharge mentale, tu vois, permanente, parce que j'étais vraiment en surcharge mentale, quoi. Et donc ça m'a vraiment libérée d'un poids d'idées, c'est vraiment ça. Et ensuite ça m'a permis de structurer aussi la façon dont j'organisais mon temps, de m'interroger aussi sur la façon dont je vivais, sur la façon dont j'utilisais mon temps, ce que j'en faisais, est-ce que vraiment c'était comme ça que je voulais l'employer, ou est-ce qu'il n'y avait pas des moyens plus intéressants pour moi pour passer plus de temps avec mes enfants. Enfin voilà, ça m'a vraiment ça m'a fait prendre du recul énormément. Et puis surtout, je m'en suis servi beaucoup comme d'un outil de développement personnel. J'ai intégré beaucoup de CNV dedans à une époque. Ça a été un vrai allié en fait sur plein de points, quoi. Ça a été un peu l'articulation de tous les outils que j'avais réussi à rassembler pour me reconstruire à une période super compliquée, en fait. Donc ça a été vraiment un compagnon très précieux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que du coup dans le bullet journal il y a à peu près il y a deux choses dans lesquelles que tu partages que je trouve qui sont vraiment importantes, du coup je voulais les souligner aussi là-dedans, sur le fait que tu as parlé de charge mentale. On sait qu'il y a beaucoup de mamans certainement qui nous regardent aussi. Dans le côté surcharge d'infos, voilà, la charge mentale, on parlait aussi beaucoup pas que des mamans, aussi des femmes, de ça. Est-ce que du coup le bullet journal a cet effet aussi de pouvoir déposer les choses? On parle beaucoup de to-do list, et en même temps il y a autre chose dont tu me parlais aussi tout à l'heure, qui pour moi était très précieux dans l'échange qu'on a eu. Tu m'as dit que c'est aussi une manière à un moment donné de... Alors tu prenais l'exemple là du disque, mais tu as utilisé un mot tout à l'heure où tu disais une remise à zéro à un moment donné. Une mise à jour. Une mise à jour, ouais. Voilà, une mise à jour. Et j'aime bien ce côté où à un moment donné, comme tu me disais, parce que moi ma grande question c'est quand on a un bullet journal, mais à un moment donné on déborde, on dit qu'on part. Alors je vous montre quand même le carnet, donc c'est un carnet un peu comme ça. Moi, une année ça ne tenait pas. Et donc j'avais commencé à faire ce qu'on dit dans le bullet des collections, c'est ce que tu dis, où là vraiment on va répertorier des lectures et tout ça. Et donc je partageais à Julie, je me disais mais comment est-ce qu'on fait quand à un moment donné on doit passer sur un autre carnet? Est-ce qu'on découpe des pages, on les recolle, voilà. Et Julie m'a dit ce mot qui tout à coup a illuminé quelque chose à l'intérieur de moi sur cette notion de mise à jour. Oui, parce qu'en fait, le fait de transférer en fait, les choses d'un carnet à un autre, ça implique de s'interroger sur la pertinence de ce transfert. Est-ce que vraiment j'ai besoin là de prendre une heure ou une demi-heure pour recopier ce contenu-là? Est-ce que c'est suffisamment important? Est-ce que j'ai suffisamment besoin de le suivre là encore maintenant pour prendre ce temps-là? Ou est-ce que ça peut rester dans ce carnet-là? Je l'archive, je l'indexe, je sais où il est. Si j'ai besoin d'y revenir, j'y reviens. Donc quand tu as une liste quelconque, ça te permet à la fois donc, de vérifier qu'elle est bien à jour, donc éventuellement d'enlever des éléments s'ils sont plus nécessaires, d'en rajouter s'il y a des choses qui ont évolué pour toi, d'en valider s'il y a des choses que tu as effectuées et que tu n'avais pas pensé à mettre à jour à ce moment-là. Et puis, donc, quand tu la transfères, vraiment se poser la question quoi, de la pertinence, en fait, toujours. Il y a vraiment cette notion de pertinence à chaque fois. Est-ce que ce contenu-là est suffisamment pertinent pour que j'utilise ce temps à ça? Ou est-ce que c'est du temps que je peux consacrer à autre chose de plus important pour moi? Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que
Je vois Sylvie qui met c'est comme se mettre en méditation. Ça tombe très bien que je dise cette phrase maintenant parce que c'est un peu ça. On est vraiment. François Lemay, pardon. François Lemay apprécierait, je pense d'ailleurs, cet outil, peut-être qu'il l'utilise. Mais on est presque dans de la pleine conscience à ce moment-là. On est à ce qu'on fait en fait. Et on se dit alors, ok, est-ce que là, ici et maintenant, c'est nécessaire L'ici et maintenant est super présent dans cette méthode. Excuse, j'ai mon nez qui me gratte. Non. Et je voulais lire le petit commentaire aussi de Sylvie au-dessus qui dit « Moi, j'aime, c'est effectivement revenir au papier, organisé concrètement avec des couleurs à ma façon, en fonction de mes propres besoins. » Oui, et puis au-delà de ça, on le sait maintenant, hein, scientifiquement c'est prouvé, c'est pas du tout la même chose d'organiser sa liste de tâches depuis un clavier que de l'organiser avec un crayon et une feuille de papier. Hein. L'action d'écrire... Elle engage dans certaines zones du cerveau des actions très précises, des libérations d'hormones très précises, qui contribuent aussi au bien-être, à la régulation. Il y a quelque chose dans l'acte d'écrire, en fait, qui est extrêmement bénéfique pour le mental, de toute façon. Et du coup, tu partageais aussi ce truc-là que je trouve chouette. Et ça m'a touchée de t'entendre dire ça, parce que je me suis dit « Ah, moi aussi, j'ai fait !» C'est génial. Pour ça, je trouve ça génial, l'échange et le partage. Mais parce qu'en fait, tu disais, tiens, à un moment donné de ma vie, tout à l'heure, tu disais, ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai eu besoin de beaucoup écrire autour de la CNV. Et de l'avoir dans le carnet, ça m'a aidé. Et moi, je me rends compte que aussi, il y a des outils de développement personnel que j'ai notés à un moment donné dans les autres bujots que j'avais, enfin dans l'autre, parce que c'est mon deuxième, et que j'avais eu besoin d'écrire à un moment donné comme pour ancrer et retrouver, et qu'il m'accompagnait en fait à ce moment-là. Et c'est ça que je trouve génial. Du coup, dans le bijou, tu y mets aussi de ça. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est un témoin de vie en fait. C'est un témoin qu'à ce moment-là, j'en étais à cette phase-là de ma vie et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et ces choses-là, ça faisait partie de mon quotidien en fait. Et donc pour moi, j'aime bien refeuilleter mes carnets parce que du coup je mesure le chemin parcouru aussi, tu vois. Ça m'arrive parfois de me dire, waouh, il y a 2 ans, tu vois, en fait, t'en étais là et maintenant t'es là, ouais, c'est cool. Il s'est passé des trucs quand même, tu vois, depuis. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir garder une trace de ce chemin-là en fait, tu vois. Mais est-ce que du coup, il y a des bujots vers lesquels tu es revenu ? Tu veux dire pour retrouver des contenus ultérieurement ? Ouais, bien sûr, ça m'arrive souvent. Ok. Ouais, ça m'arrive souvent. Des outils que j'ai utilisés une fois ou des listes que j'ai pu faire qui finalement sur le bijou suivant n'étaient pas forcément pertinentes, etc. Et puis qui maintenant, dans un autre contexte, redeviennent intéressantes. Donc je vais les rechercher. C'est une trace, quoi. Tu vois. Et il y a une chose aussi, du coup je le partage parce que j'ai vu ma sœur le faire, je pense qu'elle a été inspirée aussi par ton livre, mais pas que, mais j'avais trouvé ça génial. Moi il y a une chose que je fais avec mes enfants tous les jours, on partage 3 kiffs de la journée. Et du coup j'avais vu ma sœur... Ça devient quelque chose de célèbre, ça. Il y a beaucoup de gens qui préconisent de faire ça. C'est ça. Et du coup ma sœur, je pense qu'elle l'a fait inspirer aussi par toi, et voilà. Et du coup elle avait commencé à faire ses gros kiffs du mois. Elle y avait mis avec du masking tape, elle avait mis des places de spectacle, une phrase, une petite photo aussi, du coup, voilà. Est-ce que du coup le bijou c'est aussi ça ? Ouais, tout à fait. Je garde des petites traces, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram, je garde des petites traces, des petits mots de mes enfants, je garde toutes les choses où je me dis tiens, ça si un jour je le range dans une boîte, je vais finir par le perdre. On est allé à Paris, donc j'ai gardé dans la couverture, il y a un ticket de métro parce que Lou elle a adoré son voyage. Enfin tu vois, il y a des petits trucs. J'ai fait le salon création et savoir-faire l'année dernière. Il y a des photos type Polaroid, des petits ateliers bullettes que j'ai fait avec des filles. C'était un super moment. Enfin tu vois, je garde des traces de ça aussi, une carte postale que mes enfants m'envoient de vacances quand ils sont avec leurs grands-parents. Enfin, il y a des choses où je me dis tiens, faudrait pas que je les perde. Et là au moins je suis sûre que je les perdrai pas. Donc tu vois, je les colle dedans. D'accord. Et puis voilà, ça fait des petites bulles d'ailleurs, quoi, tu vois aussi. Donc c'est bien. Bon, ça me fait un bijou. Bon, coucou Charlotte. Salut Charlotte. Il y a Charlotte. Charlotte qui nous fait un coucou. Charlotte qui est maman et qui a pu mettre sa petite puce à la sieste et se libérer pour nous faire coucou. Est-ce que... C'était ma question. Est-ce que ça me permet de faire une petite intro parce que je me rends compte que je voulais montrer à tout le monde les livres que tu as écrits et qu'en fait ils sont de l'autre côté. Donc je pose ma question mais je reviens. Voilà, je ne m'en vais pas. Et du coup moi je réponds pendant que t'es pas là. Non. Comme ça tu peux réfléchir. Peux réfléchir. Donc ma petite question c'est
Est-ce que le Bujo est ton activité des plus ressourçantes de femme? Parce que je parle souvent de ça, d'avoir des activités ressourçantes. Est-ce que le Bujo est mon activité la plus ressourçante de femme? Alors déjà, je peux te dire non. Ah, ok. Elle est extrêmement ressourçante pour moi, Mhm. mais elle est complémentaire d'autres choses. En fait, j'ai beaucoup d'activités ressourçantes. Ok. D'accord? J'ai ménagé en fait des espaces pour mes activités ressourçantes. Là, j'en parle pas mal en ce moment sur Instagram parce que la saison a démarré, mais par exemple, je vais beaucoup danser, j'adore danser. Donc, je vais en baltrade très souvent. J'aime ça, les danses traditionnelles, je trouve ça super. Ce week-end, mes enfants n'étaient pas là. Et ben voilà, j'ai pris toute ma journée de mon samedi jusqu'à très tard dans la nuit. J'ai fait 1 heure de route pour aller dans un bal, en stage de danse l'après-midi. En fait, ce qui me ressource, c'est ce qui me met en lien toujours. Dès qu'il y a du lien, je trouve. Je me ressource plus à aller rencontrer des amis quelque part, faire une balade, qu'à me mettre dans mon canapé avec un bouquin. Tu vois. Ok. Pour moi, dès qu'il y a du lien, la ressource est vachement plus importante. Okay. Le Bujo est ressourçant aussi parce que là, je fais du lien à moi. Tu vois. Mhm. Là, c'est vraiment un endroit où je travaille le lien à moi, où je m'interroge sur comment j'évolue, sur ce dont j'ai besoin, sur qui je suis. Mhm. Mais globalement, voilà, bullet journal, aller en bal, créer, c'est ressourçant pour moi parce qu'en fait, ça me met ce qu'on appelle en état de flow. Tu vois. Là, voilà, je suis vraiment, je suis à ce que je fais et tu pourrais faire exploser une bombe à côté que ça me perturberait pas plus que ça, tu vois. Toutes les activités créatives sont très ressourçantes pour moi. Et voilà. Ok. Alors, du coup, nous en avons parlé, vous allez le voir. Donc, ça, c'est le mien avec toutes les petites. Ça, c'est toutes les petites pages que je voulais pas perdre. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai mis. C'est écrit Love It sur les post-it. Voilà. Je suis ultra fière. Je suis ultra fière. Donc là, si je me trompe pas, je crois que vous le voyez à l'envers. Donc, c'est pas top. Mais donc, il ressemble à ça. Le petit. Du coup, c'est Petit guide pour grand bullet. Ce titre, pourquoi? Ah, c'est l'éditeur qui l'a choisi. C'est l'éditeur qui l'a choisi. Les deux. Bon. Les deux sont des choix de l'éditeur. Yes. Donc nous avons Petit guide pour grand bullet, astuces et conseils illustrés pour réussir votre journal. Et il y en a un deuxième qui est arrivé dans sa valise pour mon plus grand bonheur. Mon bullet au boulot. Donc là, tu as voulu en faire un sur... Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les... En fait, le premier, le vert là, que tu vois, c'est le premier. Et donc, là, c'est la méthode entière. Là, j'ai livré ma version, en fait, mon interprétation de cette méthode en essayant de rester la plus fidèle possible au concept de base. C'était important pour moi de préserver, en fait, le travail de Ryder Carroll là-dessus, mais d'y ajouter mon univers à moi, ma couleur à moi, parce que, voilà... lui, il explique très bien ce que c'est le bullet journal sur son site. J'avais rien à apporter de plus de ce côté-là, en fait. Ce que j'avais à apporter, moi, c'était la façon dont j'articulais les outils entre eux, comment ça me servait dans mon quotidien, comment ça m'aidait à faire certaines choses et tout. Donc, et puis, il y avait tout cet univers qui me permettait de m'exprimer beaucoup d'un point de vue créatif, justement. Et donc, voilà, j'ai eu envie de mêler un peu tout ça. Et puis le deuxième, c'est beaucoup plus ciblé et c'est comment on peut appliquer en fait la méthode bullet journal au travail, comment tu peux intégrer des outils de productivité. C'est beaucoup plus précis en fait, beaucoup plus. Si tu veux vraiment la méthode entière, c'est dans celui-là que tu la trouves. Là, dans le deuxième, il y a un petit rappel, mais voilà. Et alors moi, en plus, ce que j'aime tout particulièrement, c'est que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les livres, c'est des objets que j'aime beaucoup. C'est un bel objet. Et c'est un super bel objet. Ce que j'ai trouvé aussi de très très beau, alors je sais pas si on va pouvoir le voir là, pas forcément, non, c'est peut-être pas top, mais je pense qu'on verra mieux d'ailleurs sur ton blog, à mon avis, déjà. Il y a un petit billet. Mais ce que j'adore, c'est justement que dans ce livre, vous allez y trouver en même temps des planches que tu as faites qui sont très 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 belles. J'ai tout fait à la main, Moi, je me rappelle d'avoir passé des soirées avec le truc ouvert sur la page que je voulais refaire. C'est pour ça qu'on l'a sorti dans ce format-là, en fait. On s'est dit que c'était décalcable. Et ce qui est chouette aussi, c'est toutes les petites annotations. Comme tu dis, il y a vraiment... c'est une mine d'informations parce qu'il y a très autant... dense, il y a autant sur le lexique, il y a autant sur... voilà. Moi-même, j'ai pas encore fini de j'ai essayé dans ce livre de donner un maximum de clés. Toujours pareil, tu vois, dans l'optique de... En fait, tu vois,
c'est accessible. Mm. Moi, je te donne plein de petites idées, des pistes de départ, quoi, des points de départ. Et après, avec ça, bah, invente ce que tu veux, quoi. Tu vois. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi particulièrement, c'est celle de la fin. C'est quand, en fait, comme peut-être certaines qui vont se retrouver comme moi, pas super fortes en dessin, elle a pensé à nous. Elle a pensé à nous. Nous qui avons des difficultés en dessin. Donc là, elle montre comment faire des petites... des petites bannières, des bannières, ce que tu appelles les doodles. Les petits dessins, les doodles, des petits trucs faciles, une petite tasse de café par-ci, un bonbon par-là. Voilà. Quand toi qui décore, quoi. Quand toi tu fais ta tasse de café, que tout le monde se dit c'est quoi là l'espèce de zigouigoui en bas. Ah, c'était une tasse, ouais. Mais tu devrais prendre son livre. Bah, bientôt sur Insta, j'aimerais bien faire des petits pas à pas, tu vois, un petit post. Comment tu dessines un bonbon, comment tu dessines une tasse de café, c'est des petits trucs simples. Ouais. Des trucs où tu as besoin de zéro technique en fait. Mais juste, tu as besoin par contre de savoir par où tu commences. Est-ce que je fais d'abord la soucoupe ou est-ce que je fais d'abord l'anse? Comment ça se passe, tu vois, voilà. Pour pas que ça ressemble au Pictionary quand tu veux faire ton dessin et que personne n'a deviné. Mais bon, c'est un truc qui se fait déjà pas mal sur plein d'autres comptes, donc il faut que je réfléchisse à ce que j'apporte en plus. C'est toujours pareil. J'ai pas envie de faire la même chose que les autres, donc je réfléchis à c'est quoi ma couleur là-dedans, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup chez Julie, c'est que en fait, quand elle donne du contenu, il y a un côté, pour moi que je sens vraiment très profondément dans ton blog et puis quand on te rencontre, quand on parle avec toi, c'est le fait qu'elle veut vraiment donner des choses de valeur, de contenu, qu'elle veut vraiment contribuer en fait. Je crois que c'est ça qui se sent pour moi très très fort. Ah bah ouais, c'est un de mes besoins les plus forts. Ouais. Quand je parle de mon blog, on me dit toujours oui, mais alors il sert à quoi ton blog? Ah, ok. Alors attends, t'as un peu de temps? Non, mais globalement, en fait, moi je dis toujours que ce blog-là et globalement tout ce que je fais, en fait, tout ce que je partage sur Internet, ça sert vraiment trois choses. Mon objectif, en fait, c'est que les gens repartent de là avec de l'amour, de l'envie et de la joie. C'est les trois mots. C'est les trois mots fondateurs de tout mon projet, en fait, de tout ce que je fais. Et parce que je crois que c'est trois valeurs qui permettent à tout le monde de se sentir bien à un moment ou à un autre. Et ces trois mots, en fait, qui donnent de l'élan, quoi. Moi, en fait, mon envie, c'est ça. Moi, je veux donner de l'élan. Je veux faire, même si, quand bien même le blog servirait qu'à une personne, tu vois, s'il y avait qu'une seule personne qui se disait ah bah tiens, allez, ce coup-ci, ce cadeau d'anniversaire, je vais le faire moi-même. Ou tiens, ce coup-ci, je vais essayer de le faire autrement, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, tester d'autres choses, oser un peu me mettre en mouvement, tu vois. Et si ça pouvait ne servir qu'une seule personne, j'aurais déjà gagné. Alors l'avantage, c'est que ça sert plus. Ah oui, ça sert plus, mais, plus que plus. Mais si tu veux, moi, c'est là où je me sens bien à ma place, quoi. Et c'est en donnant ces trois valeurs-là, et c'est important. C'est des choses qui m'habitent beaucoup, en fait. J'essaye de faire en sorte, maintenant, en fait, après la rupture de 2014-2015, là où j'allais si mal, j'ai remis ces trois valeurs-là au centre de ma vie, en fait. Et je me suis dit, maintenant, tu ne feras plus rien qui ne remplit pas ces trois valeurs-là. Wow. Et voilà. Super. Alors, pour la petite anecdote qui va vous faire halluciner, tu as vendu... Presque 14 000 exemplaires de ce livre. C'est un best-seller, les filles. Ne ratez pas ce livre. En plus, c'est très... Alors, ça peut je l'avais pas prévu. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça que je trouve magnifique. Et en même temps, alors ça peut être péjoratif pour certains, mais moi, je veux le dire quand même, je veux le souligner. Dans ce livre, pour moi, il y a un côté très girly, même si pour certains, c'est péjoratif, mais dans le côté où c'est beau, quoi. Voilà, en fait, il y a mon univers à moi et je sais pour en avoir discuté avec des lectrices, elles m'ont dit mais c'est super parce qu'en fait on ouvre ce truc et quand on te connaît, on sait tout de suite que c'est toi, il n'y a même pas besoin de lire qui l'a écrit, on le sait quoi. C'est mon univers en fait, voilà, je l'ai fait avec ma couleur, c'est tout, c'est moi quoi. Allez voir la couleur de Julie. En tout cas, je me suis vraiment éclatée à faire ça, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est une vraie aventure ce livre quoi, du début à la fin. Enfin, et la fin, elle est toujours pas finie, puisqu'il est toujours là. Et c'est ce que je disais, tous les jours sur Insta, il y a des filles qui m'identifient pour me dire t'as vu, j'ai fait un truc avec ton livre aujourd'hui, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça incroyable que je puisse contribuer à ce point-là, mais surtout sur une telle durée, quoi. Ouais. Ça, c'était inespéré pour moi. Wow. Ah ouais, c'était vraiment... C'est un super projet. Bon, on en reparlera dans la partie entrepreneuriat, parce que j'ai plein de questions à te poser là-dessus, parce que je pense qu'on est toutes là. Ah,
Les femmes ont besoin d'esthétisme, de beauté, c'est sûr. Mais je crois que les hommes aussi, Sylvie. Je crois que le monde a besoin de beauté et d'esthétisme. Et j'y pensais, je parlais tout à l'heure de la cabane pour escargots là, que j'ai vue hier sur Instagram. Et j'ai répondu à cette copine de réseau en lui disant mais je crois que le monde a besoin en fait de ces valeurs d'enfant là. Je veux dire, quand un enfant il construit une cabane pour un escargot, ça veut dire plein de choses quoi. Pour moi c'est d'une poésie, c'est fascinant quoi. Et en fait le monde il a besoin de ça, il a besoin de cet élan des enfants de protection, d'amour universel en fait. En fait pour moi les enfants ils sont là-dedans, ils sont dans l'amour universel et je crois qu'on a désespérément besoin de ça aujourd'hui quoi. J'entendais encore ce matin, je veux dire, sur les 3 dernières années, il y a 14 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. Remettons de l'amour dans les relations. C'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment une valeur qu'on a perdue et qu'il faut impérativement réinjecter partout où on peut. Quoi. Et je vois que Caro, elle avait demandé si on pouvait répéter les 3 valeurs. Oui, les 3 c'est valeurs. L'amour, l'envie et la joie, Caro. L'amour, l'envie et la joie. Et Julie nous dit, je suis d'accord, mais je crois que c'est prioritaire et affirmé prioritairement chez les femmes. Oui, peut-être. T'as peut-être raison. Ouais. Alors après, c'est vrai que moi, c'est pas moi qui vais te contredire, dans la mesure où moi, j'ai un besoin de beauté, en fait, qui est très fort. J'essaye d'attirer et de créer la beauté autour de moi. Hein. Mais voilà. Parce que je pense là-dessus, merci Di Caro, je pense que là-dessus c'était sur, parce que tout à l'heure on a eu une discussion, parce que mon homme était là et lui il se disait oui mais alors moi le bijou c'est pas pour moi, parce que c'est très esthétique et tout ça, parce que j'ai entendu en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont rendu esthétique. Mais la méthode dont tu parlais au démarrage, c'était pas faire des dessins basique. Et des basique, et tout ça. Complètement basique. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé avec un carnet, un crayon et point final. Voilà, donc il y a quand même un côté féminin, du coup, qui rentrait là-dedans. Que la sphère internet féminine s'est approprié ce concept et on a fait... on a fait un espèce de jardin d'Éden, quoi. Tu vois, il y a de la couleur partout, c'est flamboyant... Il y a de la fleur, il y a tout ce que tu veux, quoi. Il y a du lettrage, moi la première, j'adore décorer mes pages. J'aime feuilleter mes carnets et me dire, oh c'est joli. C'est joli quand même. J'aime bien, tu vois, voilà. Après, il y en a qui sont pas du tout là-dedans et c'est tout aussi ok, il n'y a aucune règle par rapport à ça. Mais c'est vrai que, par contre, ce mouvement-là de l'esthétisme, spécifiquement sur le bullet journal, a parfois, même trop souvent, pris le pas, en fait, sur les fondements de la méthode. Et on s'est assez vite retrouvé avec des gens qui n'osaient pas mettre en œuvre cette méthode-là parce qu'ils ne se sentaient pas la capacité d'avoir quelque chose qui visuellement était correct. Et donc là, on a un vrai souci parce que la méthode, elle s'en fiche complètement en fait qu'il n'y ait pas de petites fleurs, tu vois. La méthode, à la base, elle est pensée sans ça. Ça, c'est quelque chose qui est venu après. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que ça peut freiner la créativité. Je le répète souvent dans le livre, c'est vraiment important pour moi, même si... Ensuite, je te donne des idées pour le décorer, mais parce que voilà, moi je le fais, donc je vais pas te dire ne le fais pas, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je te rappelle que si tu te sens pas de le faire, il y a aucun problème avec ça. Donc, décomplexez-vous les filles qui ne savent pas dessiner, c'est possible. C'est clair. Alors, nous allons faire une belle bascule, mais une bascule importante. On parlait tout à l'heure de charge mentale. Tu es créatrice, tu es maman. Moi, je sais qu'il y a une chose qui m'a bouleversée quand je t'ai rencontrée à VDSP. C'est quand tu as parlé de ton parcours de maman, des difficultés que tu avais pu rencontrer aussi. Tu as osé dire un mot qui, pour certaines, est encore super tabou, parce qu'on n'ose pas, on ne se sent pas légitime, on trouve que c'est naze de dire burn-out parental, de parler de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est une phase, c'est là que je me rends compte que j'ai fait du chemin parce que j'arrive à en parler maintenant assez facilement. Il y a eu une époque c'était très compliqué. J'ai pas tout accepté encore. Il y a des choses dont je peux pas trop parler, ou du moins il y a des choses qui se passent très vite. Mais ça a été une phase super compliquée parce que en fait j'ai fait une dépression postpartum qui a pas été diagnostiquée en fait. Et alors même que j'étais plutôt assez informée sur le sujet parce que mon précédent blog était assez populaire sur la parentalité et moi je lisais beaucoup, je m'informais beaucoup, tu vois, mais j'ai pas reconnu en moi les signaux qu'on m'avait indiqués comme étant ceux d'une dépression postpartum. Donc du coup le truc s'est installé comme ça à peu près autour des 15 mois de ma fille, tu vois.
Et ma fille aînée, 15-18 mois. Et puis à 18 mois, j'étais enceinte de Marin et la grossesse a été très compliquée. J'arrivais pas à tisser un lien avec ce bébé en fait. Alors, et c'était d'autant plus violent à vivre pour moi que avec ma fille aînée, j'avais une relation extrêmement proximale. Mais vraiment, quoi. J'avais une espèce de fusion avec ce bébé qui était... Mais tout de suite, quoi. Dès l'annonce de la grossesse. Et puis en plus, la fin de grossesse avait été compliquée. J'avais été malade, il avait fallu me déclencher. Toute la grossesse s'était passée, mais vraiment super. Et à 7 mois et demi, on m'annonce une maladie hépatique d'un coup qui se déclenche comme ça. Et on me dit, si dans 3 semaines, tout n'est pas revenu à la normale, il faut qu'elle sorte, quoi. Et j'étais monitorée 2 fois par jour à me demander, on me disait alors il a bougé votre bébé. Donc moi, Lou, l'arrivée de Lou, ma fille aînée, c'était tout va bien et puis d'un coup je peux la perdre d'une minute à l'autre, quoi. Donc après la naissance de Lou, il y a eu quelque chose de l'ordre de la protection, tu vois, de ce bébé qui était là, qui en plus avait un risque vital qui était encore engagé jusqu'à 3 semaines, 1 mois après sa naissance, tu vois. Donc il n'était pas question que je la lâche d'une semelle, quoi. C'était pas, voilà, il était pas, on me disait mais fais-la dormir toute seule. Oui c'est ça, ouais, t'as raison. Je vais faire ça, ouais, sans doute. Je vais faire ça. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. J'allaitais, enfin, donc voilà, avec Lou ça a été une relation. Mais bon, Lou, c'était un bébé qui dormait pas. Et donc j'étais extrêmement fatiguée. Marin, c'était un bébé qui était éventuellement prévu un peu plus tard, mais c'est un bébé de retour de couche à 18 mois après mon allaitement, donc retour de couche très tardif. Et donc cette grossesse qui arrive, et là je sens qu'il n'y a pas du tout la même connexion, tu vois, que cette première grossesse. En plus dans mon couple, ça commence déjà à être difficile, avec la fatigue, tu vois, on est très 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 mis à l'épreuve, vraiment très fortement. Et trop d'ailleurs. Et moi qui suis déjà dans ma phase de dépression postpartum, ben voilà, j'ai pas les outils, on n'a pas les bonnes réactions, enfin bref, le truc se délite comme ça, on n'arrive pas à sauver le truc. Et puis ben voilà, Marin grandit à l'intérieur de moi et tout. Et puis je me rends vraiment compte que j'ai un problème le jour, quelques semaines avant la naissance de Marin, où je dis à son père, de toute façon, j'ai plus rien à lui donner à cet enfant, vous m'avez tout pris. Wow. Donc tu vois, c'est le truc ultra violent, quoi. Je me rappelle, je suis dans mon canapé à ce moment-là et je pleure parce que j'ai pas réussi à finir les petites choses en couture que j'avais prévu de faire pour lui. Et je suis angoissée parce que, en fait, pour moi, c'était la seule chose qui me reliait à lui, en fait. Et de pas réussir à finir ça, pour moi, c'était un signal que j'allais pas réussir à m'en occuper de cet enfant, tu vois. Et donc, c'est là, en fait, quand le père de mes enfants me dit non mais ça va, c'est que de la couture, moi je prends ça comme un truc incroyable, où je me dis mais il comprend pas, en fait c'est pas que de la couture, c'est la matérialisation du lien que j'ai avec ce bébé. En fait si j'ai pas ça, j'ai plus rien, quoi, en fait, tu vois. Et donc là je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et puis Marin arrive et là je me fais dépasser complètement parce que je me retrouve à avoir des sensations de rejet extrêmement fortes pour ma fille aînée. Donc là, s'en suivent 9 mois d'enfer intérieur, un truc, c'est incroyable, où je supporte plus qu'elle me touche, alors que quelques mois avant, on était tellement proches, tu vois, j'étais tellement investie avec cet enfant-là. Et là, je supporte même plus qu'elle me touche, quoi. Je me surprends à lui dire arrête de me parler, je veux pas que tu me parles, tu vois, je lui dis des choses comme ça, tu vois, elle a 2 ans, 2 ans et 3 mois, enfin c'est ultra violent, quoi. Et voilà, et donc là tu vois, il faut que j'arrête un peu sur les exemples, faut que je me calme un peu sur les exemples parce que je sens que ça commence à être difficile, ça c'est des choses que j'ai pas acceptées, tu vois, encore. Mais donc voilà, et puis Marin grandit, et puis au bout de 8 ou 9 mois, on décide avec son papa de se séparer. Moi, entre-temps, je me rends bien compte en fait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, quoi. Tu vois, il y a un truc qui va pas, quoi. Et que je suis en train d'emmener tout le monde avec moi, quoi. Et j'emmène mes enfants, parce que Lou, c'est devenu une petite qui comprend pas ce qui se passe, quoi. Elle a 2 ans, et sa maman la repousse, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qu'elle a... Elle a dû se demander ce qu'elle avait fait, tu vois. Et puis, voilà, j'emmène leur papa, qui, lui, se retrouve entraîné là-dedans. Bon, qui n'est pas spécialement à l'écoute non plus, hein. Il n'a pas cherché non plus à savoir pourquoi je changeais comme ça. Donc voilà, c'est bref. Et donc voilà, tout explose, on se sépare, je m'installe toute seule, et là arrive la garde alternée qui a été pour moi un salut absolu. Parce que du coup, en fait, de cette séparation forcée, en fait, 1 semaine sur 2, je trouve le temps de ne m'occuper que de moi. Tu vois, de ne faire que m'intéresser à ce qui me correspond à moi. Déjà je dors.
Je pense qu'il y a des mamans qui vont se... Non, mais tu sais, là, à ce moment-là, Lou, elle a donc 2 ans et demi. J'ai pas fait une nuit à moins de 5 réveils par nuit depuis 2 ans et demi à ce moment-là. Mhm. Je suis épuisée, j'ai perdu 20 kilos. Je suis maigrissime. Mhm. Je fais 1m80, je rentre dans un 36 à l'époque. Wow. Tu vois, donc je te donne un peu le tableau. Oui. Donc je suis l'ombre de moi-même à cette époque-là. C'est vraiment... c'est grave la situation dans laquelle je suis, tu vois. Mais tu vois, bizarrement, j'aurais pu me dire... Alors, je fais quelques séances de psy quand même. Parce que je me dis, là, il va quand même falloir que D'avoir un accompagnement. que j'aille chercher ce qui tourne pas rond chez moi, quoi, tu vois. Mais bah, ça me convient pas, en fait. Je me rends compte, j'ai pas l'impression qu'on cherche au bon endroit, tu vois. En fait, Est-ce que c'est parce qu'on va chercher des choses du passé et que tu Non, sens que tu as besoin des choses... c'est qu'on va chercher des choses extérieures. Ok. Et moi, je sens que le problème, il vient de l'intérieur. Il y a un truc en moi que je maîtrise pas. Et ça, c'est une intuition super forte que j'ai à ce moment-là. Et du coup, ben, mon bujo, par exemple, ça a été ce lieu un peu sacré où je suis allée chercher ce qui se passait en moi, en fait. Et donc là, ben, sur ces semaines de garde alternée où les petits sont pas là, j'écris des kilomètres. Est-ce que c'est à ce moment-là que la CNV est arrivée aussi, du coup? Alors, j'avais déjà rencontré la CNV au tout début. CNV, juste pour ceux qui ne Ouais, savent pas, communication non violente. Moi, j'avais déjà rencontré la CNV sur son champ d'application à la parentalité spécifiquement par des gens comme Isabelle Fioza, Catherine Dumonteil-Crémer, à l'époque où je suis enceinte de Lou et où je m'interroge en fait sur la façon dont j'ai envie d'accueillir cet enfant sur Terre, tu vois, et comment j'ai envie de l'accompagner en tant que mère. Et puis, mais par contre, je la rencontre, c'est grâce à mon frère, en fait, mon grand frère, qui lui, à cette époque-là, se sépare de sa femme. Et il sait que j'ai déjà un intérêt assez fort pour ce sujet-là. Et un jour, je suis chez lui et il m'offre un exemplaire du livre de Marshall Rosenberg, qui est le livre de référence de la CNV, en me disant, écoute, tiens, j'ai ça, moi j'en aurais pas usage, je sais que ça t'intéresse, prends-le. Ce livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ouais. Et c'est paru aux éditions La Découverte. Et voilà, donc il m'offre ce livre en fait. Donc là, on est à l'été 2015, quoi, tu vois. Et je le lis. Je ne l'avais pas lu, en fait. Moi, j'avais vraiment juste vu le pan CNV appliqué à la parentalité. Donc voilà. Et là, je lis, quoi. Je découvre l'œuvre de Marshall Rosenberg. Je reçois la transmission, en fait, tu vois. Et là, je suis percutée par le truc. Et j'ai l'impression de trouver, en fait, le truc que j'avais cherché toute ma vie. Et c'est une forme de révélation vraiment pour moi en fait. Et t'en as qui voient la Vierge, bah moi j'ai la CNV quoi, tu vois. C'est quoi le point le plus particulier de la CNV qui t'a le plus marqué, le plus touché à ce moment-là? Ben déjà, l'intention de lien en fait. Parce que moi j'étais dans une situation où je vivais encore du rejet par rapport à mes enfants. Alors beaucoup moins par rapport à Marin. Il y en avait quand même. Marin, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Lou, j'ai vécu du rejet avec elle, mais Marin, j'ai eu un attachement en retard. D'accord. Donc il est né, je m'en occupais très bien, mécaniquement et tout, mais je ressentais rien pour cet enfant. À 3 semaines, j'aurais pu le laisser 2 mois ailleurs, ça aurait pas été un souci, tu vois. Ce qui aurait été mais inenvisageable avec lui, complètement inenvisageable. Et il a vraiment fallu construire ce lien petit à petit, tu vois. Et donc, ben, dans ce livre, moi je trouve l'intention du lien et comment préserver ça, tu vois. Et donc je me vois dans ma situation difficile. Et en fait, pour moi, ça sonne comme un espoir, en fait, tu vois, comme un truc qui va me permettre de recréer ce lien que j'avais presque perdu avec mes enfants, tu vois. Et donc voilà, donc déjà, j'entre par là. Et puis, le deuxième point d'entrée, c'est que ça m'apprend que ce que je ressens, ça vient de l'intérieur de moi. Que toujours, j'avais cru que c'était la faute des autres, mais qu'en fait, les autres font des choses. Mais que ce que ça déclenche en moi, l'émotion précise que ça déclenche en moi, c'est quelque chose qui m'appartient. Et que c'est à moi à comprendre en fait comment les choses se mettent en route. Et donc là, je commence un vrai travail d'introspection par rapport à ça. Je m'aide de plein d'outils de CNV que je trouve sur internet et tout, notamment avec un site qui s'appelle La Voix de l'écoute. La Voix de l'écoute, on vous mettra le lien. Voilà, et là, en fait, je deviens une espèce de boulimique de contenu par rapport à ça, parce que je sens que ma clé, elle est là, je le sais, je sais pas trop encore comment, mais je sais qu'il y a un truc vraiment qui va me changer avec ça. Et puis, ben, tu vois, l'univers conspire toujours pour que tout soit toujours parfait. Et donc, un jour, peu après la rentrée scolaire,
je discute avec une maman de l'école qui s'appelle Julie, dont la fille s'appelle Lou. Alors c'est très rigolo parce que voilà, donc les Lou et Lou étaient dans la même classe. Et donc Julie vient me voir, je la connaissais très peu, on se disait bonjour comme ça, et elle me dit mais tu connais pas une fille qui s'appelle Caroline? Et effectivement, je connaissais une fille qui s'appelle Caroline, et elle me dit ah parce que je suis à un atelier de CNV avec elle à Issoire, et elle m'a demandé si je te connaissais vu qu'on a nos enfants dans la même école. Je lui dis quoi? T'es dans un atelier de CNV? Elle me dit oui, oui, elle me dit ça t'intéresse, c'est des jeudis soirs. J'ai dit bah ouais, carrément. Et donc j'y suis allée et j'ai fait une séance, et là j'ai compris que vraiment c'était ma clé pour moi, quoi. Et donc bah voilà, après de là, je me suis lancée dedans et j'ai vraiment trouvé là-dedans, ça a vraiment joué un rôle de thérapie, quoi, chez moi. Vraiment, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais? Parce que des fois je suis en lien aussi avec des mamans qui vivent ce dont tu parles à des degrés différents de burn-out parental, de moments où, voilà, moi je sais que ça a été assez différent, mais moi je me suis retrouvée dans une situation en plein métro et panique, je savais plus quoi faire. Ouais. J'étais panique totale, dépassée un peu, tu parlais de ça, de ce côté où à un moment donné, on sait plus quoi faire, voilà, on sait plus, on est là, on voit que ça va pas, on commence des fois à pouvoir... Moi, je sais que j'avais dit la veille à mon partenaire, ça ne va pas du tout. Et voilà. Pour toi, quel serait le conseil premier que tu pourrais donner à ces mamans qui peuvent peut-être nous suivre, qui se disent waouh, je suis je suis en train de traverser ça, ou waouh, là il y a une alarme, il y a une sonnette d'alarme où ça me parle. Ce serait quoi la chose première, le conseil premier que tu pourrais donner à ces mamans? D'aller trouver un soignant. D'aller se faire aider. Ah oui, absolument. Moi, mon cas à moi, il est quand même il est spécial. Moi, j'ai toujours été une battante dans ma vie, et je me suis sentie en mesure, en fait, de lutter seule d'abord. Mais je me suis toujours dit, si tu sens que ça s'arrange pas, parce que ce lien à mes enfants, il était important vraiment, et je me suis dit, voilà, c'est ta jauge, quoi. Si tu sens que ça bouge pas, t'iras te faire aider, parce que c'est pas possible que ça reste comme ça, en fait. C'était juste pas possible. Et donc, moi, le premier conseil que je peux donner à une maman ou à n'importe quel parent qui ressent ça, c'est d'aller se faire aider directement. Dès qu'il y a ne serait-ce que la naissance de ces sentiments de rejet, là, de se poser la question, quoi. De ne pas laisser les choses s'installer, juste d'aller en parler avec un médecin généraliste en qui on a confiance, avec sa sage-femme, avec une doula, avec une association de nounous, enfin je sais pas, des gens qui ont un peu de formation, un peu de bagage par rapport à ça, et qui vont déjà être une écoute, quoi, de base, et qui vont pouvoir mesurer si oui ou non il y a quelque chose de grave qui se trame ou un truc qui se développe. Parce que moi, ce qui fait que les choses ont été tellement violentes, c'est que on les a pas vues venir, en fait. Elles se sont installées comme ça, insidieusement. Et quand on s'en est rendu compte, il était trop tard. Donc c'est pour ça, en fait, c'est d'arriver à prévenir. Et dans ce cas-là, je trouve assez judicieux ce que tu partages. Et du coup, il y a des mamans qui puissent entendre ça sur le fait d'essayer des techniques et de voir ce qui nous parle. Ah oui, parce que des fois il y a une technique qui va nous parler et une autre, un professionnel où ça va pas du tout le faire. C'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter. C'est pas parce que ça marche pas avec un thérapeute qu'avec un autre ça marchera pas pareil. Donc voilà, il y a... en tout cas se faire aider, c'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout se détacher de la honte, parce qu'on est quand même encore dans un schéma de la mère qui ne vit que pour ses enfants, dans un bonheur absolu, qui n'a pas le droit d'être fatigué, parce que quand tu les as voulu tes enfants, c'est bon, je les ai voulus, mais en fait je suis épuisée, t'as vu, ça fait 5 ans que je dors plus, j'ai perdu 20 kilos, comment on fait, quoi, tu vois. Et c'est dur, en fait, d'être parent, c'est compliqué, émotionnellement c'est dur, et des fois on peut pas gérer tout seul, et c'est ok avec ça. Je veux dire, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a mal à notre cœur de parent, on va avoir quelqu'un qui est capable de faire quelque chose avec ça, tu vois. Et c'est ok, quoi. Je veux dire, personne ne peut avoir la responsabilité de quelqu'un 24 heures sur 24, la responsabilité de ses émotions, de sa croissance, de son développement, de sa santé, machin, sans avoir à un moment donné envie de se dire si je pouvais souffler deux. Tu vois. Et du coup, il y a une chose dans ce dont tu partageais que je trouve importante aussi, dont je parle souvent aussi aux mamans, la notion de se ressourcer. Tu parlais, ce qui a été finalement salvateur aussi pour toi. On n'encourage pas non plus les séparations et les gardes alternées, on est bien d'accord. Non, c'est sûr. Mais j'aurais préféré que ça se passe autrement. Mais d'avoir des espaces comme ça où on peut petit à petit construire les choses et se mettre des espèces de bulles. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas attendre que ça empire, mais de la même façon qu'il ne faut pas attendre d'être en garde alternée pour s'occuper de soi, quoi. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite moi. C'est qu'en fait, je m'occupais constamment des autres
conjoint compris. Hein, et c'est mon thérapeute à l'époque qui m'avait fait comprendre ça. Il m'avait dit, mais vous avez combien d'enfants chez vous? Je lui avais dit, 2. Il dit, je sais pas, moi j'en entends 3. En fait. J'avais dit, waouh, de quoi il me parle? Mais c'est qu'effectivement, en fait, cette charge mentale-là, elle était très présente. Et en fait, je m'occupais de tout le monde. Mais il y a cette fameuse image que j'aime bien. Si je dois donner des oranges et que mon panier est vide, comment je fais? Donc là, moi, je donnais des oranges en permanence, mais finalement, je me retrouvais presque à les voler chez le voisin, quoi. Tu vois, parce que dans mon panier, il n'y avait rien. Donc, j'avais pas, moi, ces espaces de ressources, de respiration, et j'ai finalement compris, en fait, avec l'absence de mes enfants, que c'était de ça dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Donc, il faut créer ça, c'est important. Merci. Je vois le temps qui passe, je juste vois qu'il y a eu un bzzz, bzzz, excusez-moi, alors ça c'est les joies du direct, c'est magique, je vais aller brancher ma prise parce que je ne l'avais pas branchée apparemment. Mais je ne sais pas. Oui, mais je... C'est ton ordi est en veille? Je ne sais pas. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est une super transition que tu amènes. Voilà. Sur mes compétences techniques de développement web. Voilà, là, attention. T'as vu, c'est beau, hein. C'est beau ça. C'est beau. Ça y est, regarde. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est une très très belle transition puisque moi aussi, ce qui m'a, on va dire, espanté ici dans le sud, on dit espanté. Espanté. Éclaire-moi. Voilà, espanté, c'est tout ce parcours que tu as eu parce que maintenant tu vis aussi de tes rêves, de tes passions. Donc ça en impressionne aussi plus d'une qui regardent, qui sont assez fascinés aussi par ça. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement par rapport à ça quand on veut arriver à un moment donné ici on parle de rêve, de créer, de transmettre. Qu'est-ce que pour toi cette notion de rêve elle est forte aussi, on en a parlé ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a échangé aussi sur le fait que tu étais en lien avec des mamans pour qui c'est compliqué parce qu'à un moment donné elles vont lâcher le truc, elles vont pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour aller jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout de leur rêve, de l'amener, de le concrétiser? D'abord que c'est possible. Déjà que c'est possible. Elle est là, c'est possible, c'est la preuve vivante. Déjà que c'est possible, que ça demande du travail, mais que ce qui fait tout, c'est la persévérance. Je n'ai jamais rien lâché en fait. Jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout, si c'est ça ton rêve, vas-y à fond et donne tout en fait, faut tout donner. Mais tout comme donner. Tu disais, de ne pas avoir la peur non plus que ça va nécessiter du travail, que des fois aussi c'est des choix. Mais ça demande du travail. Je compte plus, je pense, les milliers d'heures depuis 2 ans. Prendre la décision de monétiser un blog personnel, c'est un truc... là, ta banquière, elle te regarde, elle te dit, attends, vous êtes sûr là? Parce que, je sais pas, hein. Bah ouais, je suis sûre. Et vous allez gagner combien? Je sais pas. Bon, ok. Bon, bah on voit, hein, d'accord, on se laisse 12 mois? Ouais, d'accord, allez, ça va. Non, mais plus sérieusement, la seule façon, j'aime bien cette phrase, la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer. J'arrête pas de la dire, mais elle est tellement vraie, quoi. À un moment donné, moi, dans ma vie d'avant, je faisais un peu des choses, j'essayais de faire ce que je décodais comme étant une situation bonne ou correcte, tu vois, pour un adulte, quoi, d'avoir un travail stable, de savoir ce que je voulais faire, machin, d'être bien financièrement. Alors j'avais toutes ces choses-là, j'avais mon entreprise de développement web qui marchait très bien, je gagnais 2500 € par mois, toute seule, j'étais bien, tu vois. Et puis j'avais mes enfants et tout. Mais en fait, ça me suffisait pas. En fait, il me manquait la liberté, tu vois. Il me manquait le fait de me dire, mais attends, si j'ai envie de pas être devant mon ordinateur demain, comment je fais? Je peux pas. Je suis obligée d'être devant mon ordi, en fait. Je suis indépendante, mais je suis pas libre, en fait. Je suis indépendante, mais je suis esclave de ma boîte, quoi. Et ça m'allait plus du tout. Et puis, j'avais pas la sensation de contribuer comme j'avais besoin de le faire aussi. Et je me rendais compte que quand je contribuais, à savoir quand je m'occupais de mon blog de l'époque, puis de Zoom Zoom quand il s'est mis en route, bah là, waouh, je me sentais super bien, quoi, tu vois, j'avais l'impression d'être... Enfin, j'avais plein de trucs positifs qui me traversaient et tout, je me sentais bien, j'avais envie d'aller encore plus loin. Et puis plus j'en faisais, plus les gens m'en demandaient, tu vois. Et puis
en fait, un jour, je me suis dit, écoute, faut que tu arrêtes de faire comme si ça n'avait pas d'importance. En fait, c'est ça ton truc. Ouais. C'est ça ton boulot, quoi. Et c'est là où il faut que tu sois. Et donc, je me suis dit, ok, vas-y. Banco, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. D'ailleurs, j'ai pris des virages à 180 degrés à chaque fois. Et là, je me suis dit, vas-y, tu vas faire ça, en fait, parce que c'est ça que tu as envie de faire. Ça m'amenait à la fois la contribution, la liberté, le changement, parce que je fais jamais la même chose tous les jours. Il n'y a pas 2 jours de suite où je fais le même truc, tu vois, c'est quand même dingue, quoi. Ça, c'est un luxe incroyable. Et puis, et voilà, et puis, j'avais vraiment ce rêve-là aussi de construire quelque chose de sur mesure, en fait. Quelque chose qui soit vraiment à l'image de ce dont j'avais besoin pour ma vie. Et ma vie, moi, c'était une vie de maman en garde alternée qui voyait ses enfants 26 semaines sur 52 et qui, si en plus elle devait passer les 3/4 de ces 26 semaines sur un écran d'ordinateur pour gagner de l'argent, bah, ça laissait quand même très 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 peu de temps à des liens qui en plus avaient besoin d'être consolidés, vu notre passé, tu vois. Donc tout ça, c'était un contexte qui faisait que c'était nécessaire pour moi de trouver un modèle économique, de trouver une façon de travailler qui me permettait d'être présente un maximum pour mes enfants, tout en remplissant mes besoins de contribution à moi, de partage, de beauté, de création, de tout ça. Et puis qui finissent un jour par devenir rentables, quoi, tu vois. Donc il y avait une triade un peu là-dedans. Et puis, ben, encore une fois, l'univers a conspiré. Donc, cet univers. Voilà, mais après, il a fallu que je fasse un énorme travail sur moi aussi. Hein. J'ai perdu beaucoup de temps quelque part. En fait, j'ai passé 1 an et demi à chercher. J'ai trouvé des informations, j'ai créé mes premiers produits, j'ai réussi à les vendre un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc ça s'est pas mis en route tout de suite, mais en même temps, j'apprenais beaucoup. Et puis j'avais aussi cette angoisse, parce que moi, j'avais une communauté très ancrée depuis plusieurs années, qui me suivait depuis longtemps. Et je me suis dit, ok, comment tu fais pour dire du jour au lendemain à ces gens que maintenant, tu vas leur vendre des trucs ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont tous partir, en fait. Ça va les saouler, et ils vont dire, non, mais c'est mort. Ah, bah ça y est, maintenant, ils vont nous prendre de l'argent, quoi. Voilà, en fait, quand j'ai commencé ce projet, j'en étais là, tu vois. Un gros imposteur. Un gros imposteur, et puis surtout, la crainte de me dire, waouh, toutes ces années que j'ai passées à créer des liens avec ces gens-là, et ben finalement, ils vont se sentir trahis, tu vois, et alors que c'était pas l'idée. Donc, j'étais un peu paumée avec tout ça. Mais bon, voilà, j'ai fait mon chemin. J'ai croisé en fait la route, au fur et à mesure, j'ai croisé la route de plusieurs personnes, des coachs, Sylvain Carufel, donc, avec sa formation VDSP, mais qui arrive vraiment en fin de course. Du coup, c'est vraiment la dernière personne que j'ai croisée. Mais j'ai croisé plein de gens comme ça, en fait, qui m'ont donné des petites pistes, des petites clés, où je me suis dit, bah tiens, je vais aller plutôt par là. Le mot-clé de mon parcours, il est dans l'intuition, en fait, depuis 3 ans, quoi. C'est je vais là où les choses me portent, en fait. Mais en même temps, tu as une autre force que je veux rappeler, parce que ça, pour moi, c'est important, c'est que tu as fait des choses. Ah oui, oui. C'est-à-dire que tu te laisses guider par ton intuition, mais tu fais, et en faisant, en fait, tu améliores des choses, tu perfectionnes des choses, il y a des choses qui s'avancent. Et je pense que c'est ça aussi, quand même, ta grande force. Constamment en mouvement. Voilà, et c'est ça aussi qui fait pour moi aussi ta réussite. Tu parles de communauté, mais tu parles d'avoir tissé ce lien-là aussi. C'est le fait que tu as fait des choses, tu as créé des choses, et tout en faisant, en apprenant, c'est ça aussi qui a fait que tu en es là aujourd'hui et que tu peux quand même vivre de ton métier. Oui, c'est sûr. Bah, après, je veux dire, voilà, hein, tout ça, c'est des années d'expérience, de parcours, d'apprentissage, d'échecs aussi. Mais voilà, les échecs, j'en ai toujours fait. Moi, j'aime bien cette expression du cadeau mal emballé de la vie. Enfin, en fait, quand tu soulèves le papier, si tu acceptes de soulever le papier, en fait, il y a, même dans toute cette crise dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce drame familial que j'ai traversé, il y a des pépites à l'intérieur, quoi, tu vois, il y a des choses, ça a fait naître... c'est Frida Kahlo qui dit, pour créer son paradis, il faut partir de son enfer personnel. Moi, j'ai fait une traversée du désert complètement folle, autant sur le plan affectif que professionnel, qu'émotionnel, que parental, enfin, ça a été un drame absolu. Et de tout ça, waouh, regarde tout ce qui est né, quoi. Et alors, bien sûr, j'aurais préféré que ça n'arrive pas pour tout le monde. Je veux dire, mes enfants auraient moins souffert, mon ex-conjoint aurait moins souffert. D'ailleurs, j'ai mes enfants qui vont arriver. Mais voilà, mais du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est qu'on avait ça à vivre, mais j'ai réussi à convertir ça, je crois. Yes.
Bon, moi j'ai mes enfants qui arrivent de l'école. Pour ton actualité, les gens peuvent aller sur ton site. Ouais, sur mon site zunzunblog.fr, ZUN, sur mon compte Instagram, @zunzunblog, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Tout est en zunzunblog en fait, c'est facile à trouver. Donc on va remettre tout ça en dessous de la vidéo. C'est la joie, en fait, il y a mes enfants qui arrivent en même temps, c'est magnifique. On les entend qui rigolent. Donc déjà C'est bien, Julie, c'est je voulais te remercier déjà merci de tous m'avoir ces beaux invitée, partages, pour toutes ces belles choses qu'on a Merci pu beaucoup de partager m'avoir ensemble. invitée. Je sais pas du tout combien de temps on a passé ensemble, mais Oh, je crois je que pense qu'on a longtemps. passé Ouais, c'est ça, ouais. On a passé un petit moment. le Ouais. temps de régler les problèmes techniques. En tout cas, je te remercie. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que ça va pouvoir inspirer beaucoup de mamans. Super rencontre, nous dit Sylvie. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Et puis, voilà, n'oubliez pas de partager pour pouvoir aussi faire découvrir aussi cette interview à d'autres personnes qui pourraient découvrir aussi Julie autour de la créativité. Et moi, je vous laisse. Je vous invite... Elle va remettre sa cape de maman. C'est ça, je vais remettre ma super cape de maman. Et surtout, je le répète jamais assez, mais toujours, n'oubliez pas de cultiver, on en a parlé aujourd'hui beaucoup, de cultiver et de nourrir votre âme d'enfant, c'est très important. Bye bye, Bye bye. Ah oui, et un dernier petit truc, si vous restez bien attentif, je pense qu'on vous a prévu peut-être une petite surprise pour ce soir. On va peut-être tenter des petits trucs, alors voilà, Peut-être. ne débranchez pas. On va sortir de notre zone de confort. C'est ça. Alors, comment on termine? Merci. Salut. Ciao.